Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur l'Écho du Cratère, la chaîne de podcast de Fusion Communication. N'oubliez pas le petit abonnement si ce contenu vous intéresse, le partage si vous connaissez des gens autour de vous que ce contenu peut intéresser, le petit pouce pour non seulement soutenir la chaîne mais aussi l'intervenant que j'ai le plaisir de rencontrer. N'hésitez pas également à commenter en dessous de cette vidéo si vous avez des questions à poser, que ce soit à Fusion Communication ou à l'intervenant. Je suis aujourd'hui au cœur de la Haute-Loire et j'ai le plaisir d'être reçu par Caroline, fondatrice de Pile Poil Éducation, qui va nous parler de sa passion pour les animaux de compagnie, mais aussi de son aventure entrepreneuriale. Bonjour Caroline. Bonjour, merci pour cette opportunité. Je suis effectivement venue avec Floki, qui est mon compagnon de vie de tous les jours, mais également mon chien de travail. C'est un montagne des Pyrénées. Alors Caroline, tu as un parcours qui initialement ne semble avoir aucun rapport avec ton activité actuelle. Qu'est-ce qui a fait que, comme beaucoup de gens, tu as décidé de changer de voie pour partir sur cette profession-là, en fait? Qu'est-ce qui a guidé ton choix sur ce chemin? Alors tout d'abord, je dirais que j'avais un sérieux ras-le-bol de mon ancien métier, de par la charge de travail et puis non, plus de motivation réelle à travailler dedans. Et puis le déclic, il est arrivé assez simplement, déjà parce que j'ai toujours vécu avec des animaux. C'est quelque chose que j'aime particulièrement, j'adore partager des choses avec les animaux, que ce soit chat, chien, poney, chevaux, toutes sortes d'animaux. Et surtout, initialement, je voulais être soigneur animalier. Suite à plusieurs visites dans différents zoos, c'est vraiment quelque chose qui m'animait. Sauf que en Haute-Loire, il n'y a pas beaucoup de zoos. Et il était impossible pour moi de m'expatrier hors de la Haute-Loire, parce que j'ai une situation familiale qui fait que. Et du coup, je me suis dit, le fait de... Voilà, je peux pas faire soigneur animalier, tant pis, je vais me rapatrier sur quelque chose de beaucoup plus à ma portée. Les chiens, les chats, la garde, m'occuper des animaux, aider les binômes dans ce travail de longue haleine qu'est l'éducation canine, du début à la fin. Oui, parce que voilà, c'est ça, tu ne fais pas que les chiens, on est bien d'accord. Tu fais aussi du pet sitting pour des NAC, ce qu'on appelle des NAC, oui, c'est ça? alors les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie, donc ça inclut les oiseaux, les poissons, les rongeurs, les lapins et les chats aussi, que je fais en plus. D'accord. Mais ça, c'est que pour la garde, et l'éducation se concentre que sur les chiens. Je ne fais pas de comportementalisme félin. D'accord. Alors tu parlais des chevaux, est-ce que tu as fait de l'équitation dans le passé, étant Oui. plus jeune? C'est ce qui fait que, voilà, par exemple, tu as vraiment un amour pour les animaux qui est relativement, non seulement ancien, mais assez général. Tu t'intéresses? Oui, c'est général. D'accord. Oui, c'est général. Je m'intéresse à tous les animaux, mais globalement, oui, c'est quelque chose qui date depuis que je suis enfant. J'ai fait de l'équitation très jeune, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours eu des chats, des chiens, voilà. Non, c'est vraiment global. Et toi, ou aussi dans le cadre de ta famille, tout le monde avait un peu des animaux à la maison? Oui. Comment ça se passait? Des chats. Des chats principalement, ouais. parce que les chiens, mes parents n'en voulaient pas. Mais dès que j'ai pu être seule, donc passer les 18 ans, j'ai pris un chien. J'ai pris un chien contre l'avis parental, je tiens à le dire, mais j'ai pris parce que j'avais envie, et puis j'ai eu un super... T'avais cette fibre-là, quoi. J'ai eu un super premier chien qui était un golden, et là je me suis dit, ouais, go. Là, c'est là que tu as senti la vocation un petit peu. Enfin, en tout cas, l'intérêt d'aller un peu plus loin. Un petit peu. Après, voilà, ça s'est révélé être vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui me passionnait. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi faire appel à un éducateur canin? Tellement de raisons. Déjà parce que tous les propriétaires de chiens, et moi y compris, avant d'avoir des chiens, enfin avant d'avoir mon premier chien, on fait tellement d'erreurs. On croit tellement connaître le chien, on croit tellement connaître ce qu'il nous dit, ce qu'il fait, mais en fait, il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'un chien dit. C'est ce qu'on appelle la psychologie canine. Donc pourquoi faire appel à un éducateur canin? Parce que l'éducateur canin, il est capable de comprendre, de décrypter le langage canin, d'ajuster le meilleur travail possible en fonction du chien et aussi en fonction du binôme. C'est un vrai travail d'équipe. Un éducateur canin, il va permettre de donner toutes les clés à ce binôme, maître chien, pour que on ait un chien bien dans ses pattes, un chien qui communique convenablement, que ce soit avec des humains, avec des enfants, avec des congénères, parce que souvent ça, c'est mal appris. Mais l'idée, c'est l'éducateur canin accompagne le binôme dans l'éducation de base, ce qu'on va appeler l'obéissance, tout ce qui est positionnel, le pas bouger, le stop, le assis, le attends. Qui englobe du coup l'obéissance et la sécurité. D'accord. T'as un mode d'éducation, une sorte d'éducation positive? Comment ça se passe? Tu les récompenses? Et dernière question, si tu me permets, est-ce que
d'une espèce à l'autre, d'une race à l'autre de chiens, il y a des éducations qui sont vraiment différentes. Est-ce que, par exemple, la légende raconte que les petits chiens sont peut-être plus toniques que les gros? Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que... Alors, pour répondre à ta première question, au niveau de la méthode que j'emploie, j'ai pas forcément envie de parler d'éducation positive. Okay. C'est plus dans ce sens-là, effectivement. J'aime beaucoup travailler le binôme sur la gestion des émotions. Parce que le chien, quand dans une situation donnée, va avoir beaucoup de mal à canaliser cette émotion, que ce soit de l'excitation, de la réactivité, de l'anxiété, de la peur. Et moi, j'aime apprendre aux binômes à ce qu'ils apprennent à gérer leurs émotions pour une meilleure appréhension de certaines situations. Un chien qui arrive, si j'ai un chien qui ne sait pas gérer ses émotions, ça va partir dans tous les sens, ça va pas être obéissant. Alors qu'un chien qui a appris à canaliser ses émotions, à faire baisser ce curseur de stress qui l'envahit dans une situation donnée, si j'ai un chien bien codé et qui a appris ça, j'ai un chien qui va pouvoir appréhender certaines situations. Donc je travaille en gestion émotionnelle et bien évidemment je viens renforcer avec effectivement la friandise dans un premier temps pour ce qui n'est pas acquis. D'accord. Quand c'est acquis, la friandise, on l'enlève. D'accord. La friandise, il faut absolument s'enlever cette idée de la tête que c'est une carotte. Pas du tout, je n'éduque pas le chien avec la friandise dans les mains. Le chien est récompensé pour les bons choix qu'il fait, pour les bons comportements qu'il fait. Ah, ça c'est intéressant ça. Ce n'est pas une carotte, c'est un salaire pour en gros son travail, parce que le chien, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, c'est un individu opportuniste. Le chien va toujours vers ce qui lui plaît le plus. Et il a beau nous aimer de tout son cœur, que si au loin il y a un copain chien ou un peu plus loin il y a des poules, ah ben, le choix il est vite fait pour le chien. Alors que si tu travailles ton chien en le récompensant parce qu'il n'y va pas, en lui disant ouais ça c'est super, tiens, t'as un bonbon, t'es payé pour ça, du coup qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien? Une association d'idées. Ah j'y suis pas allé, je suis récompensé pour ça, du coup je vais pas y aller. D'accord. Pour avoir le bonbon. Et après, cette friandise, elle s'en va. Donc, effectivement, je renforce de manière positive les bons comportements. Quant au mauvais, j'amène le chien à réfléchir. Attends, je t'ai demandé un assis. Alors, je parle vraiment d'une situation basique, mais je t'ai demandé un assis. Tu me fais un coucher. Donc, c'est pas vraiment un mauvais comportement, mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Ouais. Bah, réfléchis à ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé un assis. Tant que tu fais pas le assis, bah, t'es pas récompensé. Et après, le chien, rapidement, dans sa tête, ça se met en place. C'est que des associations d'idées, le chien. C'est du conditionnement. Et cette friandise, après, on l'enlève. Les mythes, les préjugés, mais il y en a... je pourrais t'en dire des caisses. Hein. Alors justement, moi j'en ai un il y a une question qui peut d'ailleurs intéresser nos suiveurs. Le fameux chien méchant, c'est un mythe ou c'est une réalité? Y a-t-il vraiment des chiens qui sont naturellement méchants? Non, naturellement non. D'accord. Aucun chien n'est méchant. Mais alors du coup, comment éviter les potentielles dérives comportementales sur des chiens qui, effectivement, t'as pas envie de rentrer dans les maisons des fois? Que s'est-il passé à ce moment-là? Quelle a été la dérive? Alors, que s'est-il passé? Alors ça, c'est toujours pareil. C'est propre à chacun, ça vient d'un problème d'éducation du maître? Oh bah oui, clairement. Souvent, c'est un... Il faut qu'il y ait des règles dans une maison, mais il ne faut pas que ça devienne super strict. Voilà, il y a des choses sur quoi il faut choisir ses combats, hein, clairement. Par contre, je pense qu'un chien qui a une certaine réactivité, par exemple, congénère, soit c'est un défaut de socialisation ou de sociabilisation. Donc socialisation avec ses congénères ou avec d'autres humains? La socialisation, il faut la différencier de la sociabilisation. La socialisation, c'est un chien qui peut être en présence d'autres chiens, sans forcément avoir des interactions, mais qui se comporte bien. Il n'est pas obligé, moi je ne veux pas que mon chien aille systématiquement voir tous les chiens jouer pendant des heures. Non, mon chien est un individu. Le chien est un individu social, de toute façon. Donc il peut être avec d'autres chiens, sans forcément avoir des interactions avec le chien. La sociabilisation, c'est autre chose. C'est un chien qui va avoir des interactions avec d'autres chiens. Par le jeu, par exemple. J'aime bien nuancer ça. Souvent, ces chiens qui sont réactifs, soit ils n'ont pas vu assez de chiens. Clairement, ils n'en voient pas. Souvent, l'éducation, les gens, ils sont à fond pendant les 4 premiers mois où ils ont le chien, puis après, ça y est, c'est bon, c'est OK. On ne sort plus le chien fait le tour du jardin, uniquement du tour du jardin, ce qui fait que quand le chien, après, il va en ville et qu'il voit un chien, il est comme un dingue. Souvent, c'est un manque de ça, un manque de cadre aussi, et un manque d'éducation, apprendre des choses au chien. Le chien, ce n'est pas qu'un animal qui doit courir, qui doit... Non, les chiens ont besoin de faire un travail psychologique.
apprendre, l'obéissance, c'est du travail psychologique, c'est une Bien très sûr. bonne dépense. Et c'est certainement l'une des meilleures. Il faut du 50-50 dans les deux. Mais non, déjà, aucun chien n'est réactif de naissance. Et je vais donner un exemple concernant la race des staffs. D'accord. On les associe souvent À des chiens un peu agressifs. à des chiens de catégorie. Et c'est des chiens, quand ils sont bien travaillés, qu'on leur apprend les bases, qu'on est dans quelque chose de très positif et de très agréable pour le chien, Bien sûr. sans geste de violence. Taper un chien, ça n'a jamais résolu les problèmes. Clairement, au contraire, au pire, si le chien fait des mauvaises associations d'idées dans sa tête. Non, ce sont des chiens avec une bonne éducation, où il y a un bon travail de socia, environnemental ou congénère ou humain. Souvent, c'est des chiens qui sont super. Ouais. Si les chiens ne sont pas bien codés, ça ne vient pas du chien. C'est comme les enfants, quoi, un petit peu, quoi. Ah oui, alors très souvent, je fais le comparatif à mes clients. Je dis, votre chien, c'est un enfant. On répète 50 fois les mêmes choses. Le chien négocie toujours plus les règles. Il vous prend le doigt, puis après la main, puis après le bras. Il n'a pas cette capacité de se dire « Ah mince, j'ai fait ça, elle va m'en vouloir », ce genre de choses que j'entends tout le temps. Il me le fait payer, je me suis absentée. Ça n'existe pas. Ouais. Il réfléchit, mais il n'a pas cette capacité d'analyse d'une situation. Évidemment. Ouais. Il fait des liens. Ouais. Et c'est très simple. C'est un système de « tu fais ça, t'as ça ». Comme des gosses. Pareil. Est-ce que tu fais de la prévention par rapport aux enfants en milieu scolaire, par exemple, sur la psychologie du chien? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Alors, j'en fais pas en milieu scolaire. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Mais pour ça, j'ai besoin de passer 2-3 examens de médiation animale pour utiliser Floki, qui est un petit peu brut. Donc, c'est pour ça que voilà, j'y travaille encore un petit peu. Mais à terme, j'aimerais bien. Non, la prévention, je la fais directement dans les familles. Quand on me pose des questions, que je vois qu'il y a des enfants, que je constate des comportements il va falloir faire attention avec le chien, sans jamais alarmer les gens. Mais la prévention, c'est de dire la vérité. C'est certainement pas enrober quelque chose. Alors, c'est intéressant quand tu parles d'intervenir dans les familles, parce que la question qui peut se poser, c'est est-ce que tu interviens au niveau du comportement du chien vis-à-vis des enfants, ou l'attitude de certains enfants qui ne conscientisent peut-être pas ce qu'est un chien, et des enfants, donc vis-à-vis du chien, par exemple? Les deux. Les deux. Moi, mon travail, c'est de repérer les signaux qu'envoie le chien, en D'accord. présence d'enfants. Ok. Moi, mon rôle, c'est de dire, dans les foyers où il y a des enfants, attention, les enfants, il faut faire attention, notamment quand on récupère un chiot. Les enfants ont systématiquement l'envie d'aller caresser le chiot quand il dort. Non, on arrête, on laisse le chiot dormir, on laisse le chiot boire tranquillement. Ça, c'est moi qui indique aux parents les comportements à avoir en présence d'un chiot. En présence d'un chien adulte... Mais voilà, c'est ça. Entre le chiot et le chien, forcément, l'éducation n'est pas non plus la même. Non. L'approche n'est pas la même. Non, le chiot, il arrive bébé, donc il s'habitue rapidement à la présence des enfants. C'est important que le chiot s'habitue à cette présence d'enfants, parce que les enfants sont là tout le temps, après tout. Donc là, c'est de la prévention en expliquant comment il faut se comporter. Un chien adulte qui arrive dans une famille où il y a présence d'enfants, outre le fait d'expliquer aux parents qu'il faut dire aux enfants comment on se comporte, là par contre il va falloir travailler le chien. Il va falloir que le chien se socialise avec les enfants. Il va falloir qu'il adopte les bons comportements, les bonnes attitudes. Et là où je fais beaucoup de prévention, et ça j'insiste là-dessus, mes clients pourraient le dire, j'en parle tout le temps, ce sont les signaux d'apaisement qu'émet le chien. Sauf que quand on ne connaît pas... Alors c'est quoi des signaux d'apaisement transmis par un chien par exemple? Plein. Le chien ne communique pas comme nous avec la parole. Okay. Alors il aboie, ok, ça peut en faire partie, mais il communique par son corps. Grand cliché, un chien qui remue la queue est un chien content. Faux. J'ai des cas concrets de chiens peureux qui, quand j'ai approché la main, remuaient la queue, j'ai instantanément enlevé ma main, le chien a tenté de me mordre après. Mais dans la situation, le chien était acculé contre un mur, j'ai juste posé la main comme ça au sol, il a remué la queue, sa maîtresse m'a dit « Ah mais il est content de vous voir ». Non, je le sentais pas, j'ai enlevé la main, le chien a tenté de me mordre après. Il s'est senti en insécurité. Bien sûr, les signaux d'apaisement c'est ça, c'est un chien qui remue la queue, un chien qui bâille. Alors il peut être fatigué, mais il peut aussi bâiller dans certaines situations. Floki, quand je le gronde, il bâille. Il y a ça, il y a le léchage de la truffe, s'ébrouer. Alors il peut s'ébrouer parce qu'il est allé dans l'eau, mais il peut s'ébrouer aussi dans une situation où il n'a pas été dans l'eau, il s'ébroue pour se calmer. À quoi ils servent ces signaux? Et c'est très important que les gens en aient pleinement conscience. Le chien utilise ces signaux pour s'apaiser. Apaiser l'individu qui est en face et apaiser une situation globale. Un chien réactif humain peut remuer la queue en voyant un humain s'approcher de trop près. Donc ces signaux, ils servent vraiment à dire à l'autre « Attends, moi ça va pas, faut que je me calme. Toi, t'approches pas de moi,
parce que ça ne va pas le faire, et du coup, ça permet d'apaiser cette situation. Et les humains ne les connaissent pas, ces signaux d'apaisement, ou très peu. Très peu de gens les savent, à part les Donc toi, ton professionnels. métier, c'est justement Bien sûr, de sensibiliser sur ce genre de évidemment. petits détails-là, qui sont Évidemment. pas si des Un détails que chien, ça. un signal d'apaisement, les gens ne voient que la prévention à la morsure. Ah bah non, il n'a pas grogné, c'est bon, il est OK. Faux. Et c'est important aussi que les binômes respectent ça. D'accord. Qu'il y ait des gens qui aient peur des chiens. Et les chiens, ça c'est incroyable, je le vois dans toutes les séances, les chiens vont toujours vers les gens qui ont peur ou qui n'aiment pas les chiens. Ah, ça, c'est Il y a intéressant. un lien, une connexion qui se fait et qui est assez embêtante pour les gens Mais qui ça, sont c'est là. un réflexe quasi reptilien de tous les animaux. Systématiquement, moi, mon expérience personnelle, j'ai constaté que très souvent, les animaux sont irrémédiablement attirés par ce qui les craint, en fait. En tout cas, Souvent. le chien, En tout cas, le chien, c'est clair, mais- le chien, c'est assez clair. Et encore, tu as des chiens qui, quand ils sentent pas un humain, n'y vont pas. J'ai un chien qui va systématiquement vers les gens qui sont un peu tristes, par exemple. Donc Il y a plein de il chiens. développe une forme de... J'avais entendu ça pour les chats, tu vas peut-être me confirmer, une sorte de magnétisme peut-être de certaines... Oui, je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les utilise pour travailler, pour les emmener en maison de retraite. Chez le chat, pareil. C'est vrai Ouais, que c'est le vrai, chat le chat. développe un ressenti de ce que ressent son maître à un instant T. Oui. Le chat c'est très va, vrai. il va. Les femmes enceintes, souvent, elles ont le chat qui, après, passe beaucoup de temps sur le ventre. Quid de l'adoption ? Tous les étés, on constate malheureusement des chiens abandonnés au moment des départs en vacances. C'est un véritable fléau. Quel est ton message par rapport à ça ? Je crois que tu l'as dit, hein, c'est un vrai fléau. Je crois qu'il n'y a aucune conscience de ce qu'est l'engagement d'avoir un animal, que ce soit un chien, adulte ou bébé, peu importe, un chat. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune conscience en fait de l'importance que c'est et de l'engagement que ça apporte et du travail que ça va demander. Du coup, quel message de sensibilisation aimerais-tu transmettre face à ça ? Parce que c'est quand même quelque chose de malheureux, quoi, que ce soit un chat, un chien, n'importe quel animal laissé à l'abandon au moment des départs en vacances tous les étés. Et Dieu sait, chaque année, il y a des affaires pour ça. Il faut bien avoir conscience qu'on est sur de l'être vivant. C'est pas des jouets. C'est sûr. pas des objets qu'on prend, qu'on jette. Non, finalement, on n'en veut plus. Les cadeaux qu'on fait à Noël pour les enfants, on ne fait pas des cadeaux comme ça à Noël. C'est une plaie. Donc ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Deuxièmement, il faut bien que les gens prennent conscience que ça a un coût. Parce que dans les motifs d'abandon, il y a aussi le coût qu'engendre l'animal. Ouais. Évidemment. Ah oui, l'entretien de l'animal, c'est-à-dire que sa l'entretien, nourriture, les frais vétérinaires, la nourriture, les accessoires, alors c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais quand même. Le mobilier, parce que quand on prend un chiot, ça fait des dégâts Bien sûr. au départ. Ça, ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Les chiots qui font des dégâts, après du coup les chiots on les met dans le jardin, puis les chiots ils sont livrés à eux-mêmes, puis finalement on se rend compte que c'est pas une vie pour un chien, donc on le laisse. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut parler donc de maltraitance animale dans certains cas, et surtout, comment se manifeste-t-elle ? L'abandon, oui, c'est une forme de maltraitance animale, parce qu'on n'imagine pas après les répercussions que ça a sur le chien. De passer de foyer en foyer, c'est pas une vie. Ça, le chien, il comprend plus rien de ce qui se passe. La maltraitance animale, c'est un long sujet et qui est vaste aussi. Il y a la maltraitance physique, où les gens qui battent leurs animaux, que ce soit pour du dressage ou parce qu'ils font une bêtise ou n'importe quoi, ils battent leurs animaux. Mais il y a la maltraitance psychologique. La maltraitance psychologique, c'est l'enfermement du chien. D'accord. C'est à la tâche, avec une laisse. Petite longe. Il y en a, moi j'ai déjà vu des chiens à la tâche avec moins d'1 mètre de laisse. C'est de la maltraitance. Le chien, il n'a pas vu plus que loin de 1 mètre. Il fait de la protection de territoire dans le pire des cas. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut devenir, là, dans un cas comme ça, un chien dangereux, potentiellement. Évidemment, le chien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était acculé contre un mur et qui, quand j'ai tendu la main, a tenté de me mordre, c'est un chien qui a vécu 3 ans dans le noir, attaché au fond d'une grange. Et on venait le nourrir quand on y pensait. Ah bon ? Ça, c'est de la maltraitance psychologique. C'est un chien qui, toute sa vie, traînera avec lui ce problème. Malgré le travail, c'est un chien qui d'ailleurs a fait beaucoup de progrès, il aura toujours une peur en lui, il aura toujours une certaine réactivité par rapport à certaines approches, en l'occurrence des congénères, et il aura toujours ses mouvements de recul, ses instincts de peur, parce qu'il a eu cette phase de sa jeunesse où il a vécu dans le noir, sans rien voir, ni personne, ni rien du tout. Alors, toi, tu es implanté donc en Haute-Loire, une région quand même assez rurale. Pour les gens qui nous regardent, qui vivent en ville, j'imagine que le process d'éducation n'est pas le même et à adapter en fonction de ton territoire. Est-ce que tu adaptes ton éducation en milieu rural différemment d'une éducation en milieu urbain, par exemple ?
Oui, alors, c'est pas les mêmes problématiques, hein. Souvent, les personnes qui habitent à la campagne ne veulent pas voir les mêmes choses que ceux qui habitent en ville. Ils D'accord. n'ont pas forcément pour objectif d'emmener leur chien en ville, donc j'adapte. Souvent, c'est d'autres problématiques, le chien qui court après la voiture, le vélo, le gibier, mais on adapte, sauf pour les chiots. Les chiots, j'essaie de faire quelque chose de global, que les gens aient toutes les clés en main, que ce soit un chiot de ville ou de campagne. La ville, pareil, c'est pas les mêmes choses à travailler. Souvent, on est plutôt concentré sur l'humain, de l'obéissance pure et dure, assis, stop, assis, traverse, pas bouger, attends. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes désirs. Mais globalement, les gens quand même veulent les bases de l'éducation, les bonnes clés pour bien appréhender des situations comme la foule, comme le bruit, les choses comme ça. Alors justement, j'y viens. Tu parlais de la foule, du bruit. Au moment où nous tournons ce podcast, nous sommes fin juillet. Il y a régulièrement des feux d'artifice, des mouvements de foule. Sur certaines régions de France, beaucoup de monde qui bouge. Dans le sud de la France, dans les zones de vacances, etc. Avec beaucoup d'agitation, parfois des cris. Est-ce que ça génère un stress chez l'animal? Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'on peut perdre son chien qui panique? Son chien ou autre? Ça peut être les chats, peut-être, je sais pas, qui ont peur des bruits, des feux d'artifice du 14 juillet ou du 15 août, par exemple. Est-ce que ça, tu as des petits conseils à donner aux gens? T'as jamais remarqué qu'après le 14 juillet, il y avait plein de trucs genre perdu, chien, Alors, suite au j'ai feu jamais fait d'artifice? gaffe, effectivement, mais j'ai déjà vu beaucoup de chats perdus, effectivement, des Donc, fois. on n'emmène jamais un chien à feu d'artifice. Premièrement, parce que Ah, le chien s'en fout. Et au pire, ça va déclencher toute une série de comportements négatifs, que ce soit pour le chien, les propriétaires et pour les gens qui sont autour. Le chien peut avoir des comportements réactifs à ça. Ça peut être la fuite, donc on perd les chiens, hein, d'où les annonces de perte de chiens. Ça peut être la réactivité par peur des morsures redirigées, parce que c'est ah déjà ouais, il y a arrivé. beaucoup d'enfants aussi dans les Évidemment, avec leurs donc, parents. le feu d'artifice, par pitié, laissez vos chiens chez vous. Mais on les laisse tranquilles, on les laisse se poser dans un coin où ils se sentent en sécurité et à l'abri de tout ça. On vient pas les titiller, les machins, les caresser, les trucs. On les laisse se calmer tranquilles, ils peuvent y arriver. Mais pour ça, il faut pas les emmener dans les voitures. Ça, c'est quelque chose qui m'ulcère un petit peu quand je vois des chiens à l'arrière des voitures pour les feux d'artifice. Alors justement, tu parlais des chiens enfermés à l'arrière des voitures. On est aussi de plus en plus, et ce depuis quelques années, et ça ne va pas aller en s'améliorant, sur des étés qui sont caniculaires. La gestion de la chaleur pour nos animaux de compagnie en général, mais par exemple pour les chiens, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour les rafraîchir, éviter typiquement de les laisser enfermés pendant qu'on fait nos courses dans la voiture sur un parking brûlant, parce que ça c'est des choses qu'on a vues aussi dans des faits divers à droite à gauche, des gens qui ont oublié leur chien ou l'ont laissé le temps des 10 minutes de course. C'est un manque de conscience, c'est comme oublier un enfant dans la voiture parce qu'on pense qu'on en a pour 5 minutes et en fait ça dure super longtemps. Le chien a très peu de moyens De réguler sa de température. réguler sa température, D'accord. donc il allaite beaucoup, sauf que dans une voiture, quand il fait ne serait-ce que même 30 degrés dehors, même les fenêtres toutes ouvertes, en l'espace de 5 minutes, la voiture peut prendre 10 degrés Bien pour sûr. le chien et ainsi de suite. Donc c'est mortel pour un chien. Donc clairement, on n'emmène pas son chien faire les courses avec lui En tout pendant... cas, on ne le laisse pas enfermé dans la voiture, quoi. Bah non, clairement pas. Puis vu qu'on peut pas les emmener dans les magasins, on le prend pas. C'est on vrai le que laisse tous les dedans. magasins n'autorisent pas la rentrée. On le laisse dedans. Ou alors si vraiment il y a un magasin qui est ok, on prend le chien, mais souvent ils ont pas l'autorisation, notamment les grandes surfaces. L'eau, il faut faire attention aussi, c'est un mauvais réflexe de mettre de l'eau glacée à son chien. Il faut changer régulièrement la gamelle d'eau pour mettre de l'eau fraîche. Eau fraîche, je veux dire propre. D'accord. Régulièrement. On fait attention aussi au retour de balade ou quand il a fait très très chaud, que le chien ne boive pas des quantités astronomiques d'eau. Parce qu'après, il va peut-être aller courir, s'amuser un petit peu. Et c'est comme ça, mais bon, je suis pas vétérinaire, mais pour l'avoir entendu de la bouche de vétérinaire que je vois régulièrement, on a le risque du retournement de l'estomac. Donc attention aux quantités bues. Et il y a quelque chose que je vois beaucoup circuler sur les réseaux qui me dérange un peu, c'est le glaçon. Il y a des gens qui mettent des fruits dans des pain de glace que le chien lèche et mange pour se rafraîchir. C'est dangereux, ça. Et ben pour moi c'est pas top parce que du coup au pire le chien a une diarrhée d'enfer après, des maux de ventre, etc. Donc moi je suis pas fan, je pense qu'il vaut mieux mettre de l'eau fraîche qui est changée régulièrement, Ouais. de l'eau propre, plutôt que ces pains de glace où il se tape une diarrhée d'enfer quoi après. D'accord. Voilà, Bah, donc moi, écoute, ça, c'est- bonne petite astuce. Alors, concrètement, bon, on a compris que tu proposais des services d'éducation canine, en l'occurrence, du pet sitting, mais est-ce que tu as d'autres prestations dans l'activité que tu pratiques pour Pile Poil Éducation? Alors oui, et d'ailleurs je tiens à préciser que dans l'éducation je fais aussi de la rééducation. Ah, Voilà, c'est-à-dire c'est pour les chiens qui rencontrent des troubles du comportement ou des troubles déviants.
du comportement. Ça, c'est la petite précision. Et oui, je fais aussi des balades collectives. J'adore les balades collectives. C'est des super moments entre humains passionnés par leurs chiens qui sont à la recherche de contacts, de balades, de lieux sympas. La Haute-Loire, en plus, il y a des super endroits pour faire des randos. Ça dure 2 heures et c'est des très bons moments. Les chiens sont avec des copains. Ils jouent, ils se baladent, ils voient des choses. Ils sont entourés d'humains. Les humains échangent aussi. Et c'est des super moments. Ça, D'accord. j'adore. C'est des choses que tu planifies ou tu peux le faire aussi dans le cadre d'associations, par exemple, ou pour des causes locales Alors, initialement, j'essaie de les planifier. Normalement, j'essaie d'en faire une par mois, mais là, j'ai eu tellement de travail que j'ai pas pu en faire. Bah, tant mieux. Hein. J'essaie d'en faire une par mois les dimanches matins. Et puis bon, l'été, il y a moins de gens. Donc c'est quelque chose que je fais comme ça, mais j'en ai fait pour une association de Haute-Loire avec laquelle j'aime beaucoup travailler, parce que la cause est juste. On peut peut-être donner son nom. Oui. C'est l'ACAMA 43 qui est basée au Mazet-Saint-Voix. C'est une super association pour qui j'ai organisé une balade collective caritative qui a, mine de rien, réuni à peu près 25 personnes. Et il y avait 19 chiens, dont des chiens de l'association, pour les présenter, pour montrer que voilà, c'est pas parce qu'ils sont en association qu'ils vont pas, mais par contre, ils recherchent une famille. Et c'était un moment super. On a fait ça au Pic du Lisieux et c'était une super balade avec un goûter servi à la fin. Et donc, tout l'argent a été reversé à l'association pour leur permettre de pallier à tous les frais dont ils ont besoin. D'accord. Et tu interviens uniquement en Haute-Loire ou tu peux déborder aussi? Alors c'est la Haute-Loire, mais je n'interviens pas sur l'ouest de la Haute-Loire. Brioude, Craponne, c'est hors secteur pour moi. C'est hors secteur. Par contre, donc tout l'est du département jusqu'au Puy, jusqu'à l'est, et je peux aller aussi jusqu'en Ardèche. Je ne vais pas jusqu'à Annonay non plus, mais je peux faire Saint-Agrève, le Béage, descendre un peu plus bas. Ah oui, oui. Donc tu as quand même une zone assez large quand même pour toi. Oui, mais parce que là où je suis basée, je suis à proximité de l'Ardèche. Vraiment. D'accord. Donc j'y vais. Dernière petite question. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que Pile Poil existe. Comment se porte Pile Poil Éducation? Quelle est la santé de ton auto-entreprise? Qu'est-ce que tu as rencontré dans ton entrepreneuriat au début et maintenant? Super. Je suis super contente de mon aventure. Le début a été un petit peu... faut se lancer. J'ai de très bons retours. J'ai des recommandations aussi auprès des clients. C'est formidable. Au bout de 2 ans, avoir ça, c'est génial. Et du coup, je le sens aujourd'hui dans mon travail. Cette interview touche à sa fin. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir reçus chez toi avec Floki. Merci pour tes témoignages, tes petits conseils aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pile Poil Éducation? De rester dans cette belle dynamique? Ouais, toujours la même dynamique, toujours la même énergie, et tout ira bien. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté de faire cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver Caroline de Pile Poil Éducation sur www.pilepoil-education.fr. Je vous mets le lien en description et sous cette vidéo. Également sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram @pilepoiléducation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit abonnement si cette vidéo vous a intéressé, le partage si vous connaissez des gens que ça peut concerner, le petit pouce pour soutenir Caroline de Pile Poil, pour soutenir également l'écho du cratère et le petit commentaire. Vous pouvez également adresser vos questions à Caroline qui vous répondra avec grand plaisir. Salut à tous, bye bye.